Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Georgios Karaklas et je suis ravi de vous accueillir pour cette première présentation d'une série de webinaires sur la finance comportementale intitulée Intuition, raisonnement et finance, organisée par le groupe Patrimonium. L'objectif est de comprendre les décisions que nous prenons en tant qu'investisseurs. Cette présentation s'appuie notamment sur les travaux d'experts, entre autres Daniel Kahneman, qui en tant que psychologue a gagné le prix Nobel en sciences économiques en 2002, ainsi que sur des observations tirées sur notre pratique quotidienne en gestion de patrimoine. La présentation sera animée par mon associé Guy Daigneault, qui vous invite à explorer comment certaines réactions émotionnelles naturelles peuvent influencer nos décisions financières, parfois au détriment de notre portefeuille. À travers des exemples concrets, des mises en situation, nous allons décortiquer ensemble les mécanismes psychologiques qui nous poussent à agir, parfois contre notre propre intérêt. Nous vous inviterons à la fin de la présentation à remplir le petit questionnaire disponible via un code QR. Alors, êtes-vous prêt à jouer avec votre intuition et remettre en question quelques réflexes bien ancrés? Merci, Georgios. Intuition, raisonnement et finance. Notre cerveau aime la certitude selon les chercheurs, surtout dans nos prises de décision. Et dans notre quotidien, nous vivons dans un monde vraiment incertain. Donc, avant de commencer la série sur les biais humains, on voulait prendre quelques minutes pour mettre la base pour les futurs webinaires. On n'est pas des scientifiques, mais en premier lieu, on va faire un petit survol rapide de notre cerveau. C'est ce que la neuroscience étudie. Euh, pour bien comprendre d'où vient la finance comportementale, on va regarder la définition de la finance standard. Puis, pour le reste du webinaire, on va essayer de s'amuser un petit peu avec certaines questions. Euh, Comme Georgios mentionnait, que vous aurez les réponses un petit peu plus tard. Et voir si, à travers ce petit webinaire-ci, vous ne pouvez pas vous retrouver avec ce petit biais. Évidemment, tout ce qu'on dit, c'est l'opinion du groupe Patrimonium et pas nécessairement de la firme. Alors, commençons en vous demandant comment vous répondriez à ces trois questions. Vous commencez un film qui ne vous plaît pas. Que faites-vous? Continuez jusqu'à la fin car vous l'avez déjà commencé? Ou B, vous arrêtez car vous préférez ne pas perdre votre temps? En second lieu, vous avez réservé une activité extérieure que vous avez payée, mais il pleut. Que décidez-vous? Vous y allez quand même afin de ne pas perdre votre réservation ou vous annulez car vous préférez rester au sec. Vous avez plusieurs heures sur un projet personnel qui ne fonctionne pas. Que faites-vous? Vous continuez car vous avez déjà trop investi dans votre temps ou vous arrêtez car il vaut mieux passer à autre chose. Passons aux questions financières. Choisissez le meilleur résultat selon vous. A, vous préférez un gain assuré de 475 ou B, vous avez 25 de chance de gagner 2000 et 75 de chance de ne rien gagner du tout. Encore une fois, pour la deuxième question, en A, vous avez une perte assurée de 725 et en B, 75 de chance de perdre 1000 et 25 de chance de ne rien perdre. Comment répondriez-vous à ces questions? Prenez-en note et un peu plus tard, vous pourrez cliquer sur le code QR pour avoir vos réponses. La neuroscience étudie le cerveau. C'est beaucoup trop complexe, même si c'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Mais le cerveau est trop complexe. Mais il y a deux régions qui nous intéressent principalement, surtout pour la finance. C'est le système limbique qui se retrouve en arrière du cerveau et qui gère les émotions, et le cortex préfrontal qui gère les prises de décision. Tous les chercheurs confirment que notre cerveau est paresseux. Alors, dans nos prises de décision quotidiennes, à droite, vous voyez le volet émotionnel et à gauche, le volet rationnel, mais le système 1 est notre volet émotionnel, intuitif, l'intuition.
Il est rapide, mais il met des règles de pouce en place, ce qu'on appelle heuristique, et crée les billets. Et le système 2, lui, il est lent, il est rationnel. C'est notre volet raisonnement. Évidemment, on comprend pourquoi le système 1 prédomine. Hein. Laissez-moi juste lire la définition que j'aime beaucoup quand on parle des émotions. Ce sont des sensations involontaires et des réactions automatiques influencées par notre environnement. On pourrait inclure les médias. Juste à titre d'exemple, pourquoi le système 1 est tellement intuitif, tellement rapide? Ça peut retourner depuis plusieurs milliers d'années si on parle des hommes des cavernes. Quand ils sortaient de leur caverne et qu'ils voyaient un ombre arriver, la première chose qu'ils voulaient s'assurer que ce n'était pas un lion qui était en train de leur manger parce que c'était une survie. C'était la vie ou la mort. Les chercheurs ont trouvé qu'il y a 6 grandes émotions, sans rentrer dans le volet positif et négatif. Il y a des sous-catégories dans les émotions qui sont très, très, très importantes pour nous. Premier, c'est douleur. Deuxième, c'est le plaisir, qu'on y reviendra certainement. Et aussi la peur et la cupidité. Et les deux créent beaucoup d'insécurité sur les gens. Alors, c'est quoi la finance standard? Bien, il y a même un terme pour ça. On appelle ça Homo economicus. Alors, la finance standard, on dit simplement que l'humain a une rationalité parfaite, a un intérêt personnel parfait et l'accès à l'information parfaite. Le sommes-nous vraiment? Ben, ça prenait un psychologue qui a gagné le prix de finance pour nous éclairer et développer une théorie. Et cette théorie-là est tellement importante que, avant de la lire, parce que je tiens absolument à ce que ce soit très clair et que ce ne soit pas dans mes mots, bien, je vais vous poser une question et peut-être vous allez vous retrouver là-dedans. Ils ont fait des études et souvent, ce qui arrivait, c'est qu'ils posaient la question pourquoi les gens se déplacent pour épargner 10 sur un item de 50 $. Mais les gens ne se déplacent pas pour faire l'épargne de 10 sur un item de 500 $. Alors, qu'est-ce que la théorie du prospect? C'est une traduction libre de Prospect Theory de Daniel Kahneman, qui est un de nos gourous au niveau de la finance comportementale, qui mentionne l'humain n'évalue pas les résultats de manière absolue, mais en fonction d'un point de référence. Le statu quo est différent aux gains et aux pertes. L'humain surestime les pertes et nous ne sommes pas rationnels dans nos prises de décision. Comment? Je vais essayer de vous le décrire avec cette fonction de ce graphique-ci. La barre horizontale, tout ce qui est au-dessus de la barre horizontale, ça sont de fortes probabilités. Vous nous entendez souvent parler de probabilité et c'est pour ça que pour nous, c'est très important de parler de probabilité. Donc, au-dessus de la ligne horizontale, ce sont de fortes probabilités. En dessous, ce sont de faibles probabilités. À droite, on voit que c'est des gains et à gauche, on voit que c'est des pertes. Fait que si on prend le cadran en haut à droite, donc des fortes probabilités de gain, que pensez-vous que les gens font? Bien, comme ils ont peur du désappointement, ils ont une aversion au risque. Et à l'inverse, quand ils ont une forte probabilité de perte, les gens cherchent le risque. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent éviter les pertes. Sous la barre horizontale, qui sont de faibles probabilités, si on regarde les faibles probabilités de gain, imaginez, les gens cherchent le risque. Pourquoi? Ils espèrent de faire des grands gains. Et c'est pour ça que les gens achètent des billets de loto. Et à gauche, faible probabilité de perte, mais les gens, à ce moment-là, ils ont une aversion au risque parce qu'ils ont peur de grandes pertes. Et c'est pour ça que les gens achètent de l'assurance. Donc, les gens attachent des valeurs aux gains et aux pertes plutôt qu'à la richesse et les poids décisionnels qu'ils attribuent aux résultats qui sont différents des probabilités. Alors, quelle est la valeur attendue? Ben, laissez-moi vous introduire à quelqu'un que j'ai eu une opportunité de rencontrer qui s'appelle Annie Duke. Annie Duke a gagné le championnat mondial de poker. Et je trouve qu'elle pourrait être une très bonne gestionnaire de patrimoine avec ces 3 citations-là qu'on vous a mis ici. Améliorer la qualité des décisions revient à augmenter nos chances d'obtenir de bons résultats
mais non les garantir. La réussite, elle consiste à choisir la bonne chose à laquelle s'accrocher et abandonner le reste. Et contrairement à la croyance populaire, les gagnants abandonnent souvent. C'est comme ça qu'ils gagnent. On voulait donner un petit clin d'œil pour les parents. Alors, lisons ici, si vous rangez rapidement vos jouets, vous aurez une récompense, mais si l'un d'entre vous ne participe pas, personne n'aura de récompense. Alors, pour les parents, essayez-le. Mais pour revenir à la finance, est-ce que ces expressions-là vous touchent? Ce n'est qu'une perte sur papier. On l'entend souvent. Ça va forcément remonter, je vais attendre et je veux seulement récupérer mon capital. Bienvenue dans le monde de l'aversion à la perte. C'est un biais cognitif qui fait que les gens ressentent plus intensément la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain équivalent. Vous avez vu dans le graphique de la théorie du prospect de Daniel Kahneman, il y avait un petit bonhomme souriant en haut à droite et un petit bonhomme moins souriant en haut à gauche. Mais selon les études, c'est 2 fois plus douloureux quand on a une perte. Donc, quand les portefeuilles baissent, moi, je vais me permettre de dire que en tant qu'amateur scientifique, dans le temps, on pourra dire que c'est même 5 fois plus difficile quand on voit que le portefeuille baisse. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé d'informations. Notre environnement est toujours en constante évolution, mais bombardé, bombardé, bombardé beaucoup rapidement, beaucoup plus rapidement au niveau de l'information. Et ça crée beaucoup plus d'insécurité. Question pour vous. Charlie a besoin de liquidité. Il se demande ce qu'il devrait vendre. Il y a 2 titres en portefeuille. Les deux, ils l'ont acheté à 100 $. Il y en a un qui vaut 120 et l'autre, il vaut 80. Lequel venderiez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? On dit souvent que les meilleurs conseillers, c'est une expression qu'on utilise, mais le meilleur conseiller, c'est celui qui se trompe le moins souvent. Alors, dans les comportements liés au biais, à l'aversion à la perte, ça peut entraîner des erreurs d'investissement. On est tous des humains. Alors, on essaie vraiment de trouver une manière de s'assurer que nous ne restons pas biaisés par ce biais d'aversion à la perte. Les erreurs commises sont souvent que, vous le voyez ici, je vais attendre, ça va remonter. Alors, ici, juste pour vous donner un exemple, c'est le titre de BlackBerry sur les 20 dernières années. Alors, on voit qu'à un moment donné, au début des années 2000, le titre était vraiment en faveur et aujourd'hui, beaucoup moins. Alors, parfois, de demeurer trop longtemps avec un titre perdant, mais ça ne vaut pas la peine. Alors, à un moment donné, quand le fondamental n'est plus bon, ce que nous faisons, nous vendons. De l'autre côté, une des choses qui arrive souvent, c'est que les gens vont nous dire, moi, j'aimerais ça prendre ma prise de profit. Pourquoi qu'on garde encore ce titre-là en portefeuille? Mais nous, ce qu'on fait dans l'analyse fondamentale, on se dit tout le temps, si le fondamental est bon, mais nous gardons le titre en portefeuille. Pourquoi transiger juste pour transiger? Plus on transige, moins on fait de rendement au fil du temps. Aussi, ce qu'il faut juste faire attention, c'est par rapport au risque. À un moment donné, il y a un débalancement qui se fait dans le portefeuille. Alors, le risque, comme on sait, peut amener de la volatilité et cause toujours beaucoup d'émotions. Et en lien à ces 3 dangers qui nous guettent, je dirais comme ça, c'est il faut toujours s'assurer de ne pas avoir un déséquilibre dans le portefeuille, comme vous voyez ici, qui était en fonction de 6 titres complétés dans un secteur, et à un moment donné, on devient trop débalancé. Et pour nous, c'est hyper important de faire attention à ce biais de concentration-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir éliminer les biais à l'aversion aux pertes? Bien, notre processus est on a un processus, mais c'est surtout à la base d'être conscient de ce qui se passe dans le portefeuille. Alors, on regarde le risque, on essaie de trouver la meilleure solution pour donner les résultats. Je vais juste vous donner un aperçu ici d'essayer de récupérer les pertes. On en a discuté un petit peu plus tôt. Bien, en faisant ça, le résultat final fait que c'est souvent qu'on a une diminution dans la performance. Faire trop de transactions, comme je mentionnais, bien, vendre des titres trop rapidement pour essayer de retrouver un autre titre plus gagnant va aussi amener une diminution de la performance.
Et finalement, ce qui est un élément clé pour nous, c'est quand ça crée un débalancement de portefeuille, bien, carrément, il faut rebalancer le portefeuille. Et on est conscient qu'au niveau de la fiscalité, parfois, on ne veut pas prendre des gains, on ne veut pas faire d'ajustement au portefeuille. Et si le titre est encore bon, on n'a pas d'inconfort à le garder, mais il faut rebalancer pour s'assurer qu'on n'est pas surpondéré dans différents acteurs par rapport au portefeuille global. Alors, en créant un rebalancement du portefeuille, bien, on a tendance à vraiment diminuer le risque, ce que nous contrôlons le mieux, et à augmenter la performance à long terme. Mais en fonction des résultats, ce qui est très, très, très important pour nous dans les solutions, puis dans les résultats, c'est surtout de vous donner ce qu'on dit tout le temps à tous nos clients, vous donner une paix d'esprit dans l'atteinte de vos objectifs, qui sont souvent non financiers. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à parler de l'humain dans nos conversations. C'est pour ça qu'on veut bien comprendre vos objectifs. C'est pour certains d'entre vous, vous avez même fait le test du pourquoi, pour qu'on comprenne mieux votre mission de vie. Et tout ça, c'est en lien avec votre plan de prospérité. Et si on revient au niveau de la gestion portefeuille, comment qu'on fait justement pour pouvoir rééquilibrer le portefeuille? On n'est pas assez intelligent pour savoir où, chaque année, à court terme, qu'est-ce qui se passe. Mais on essaie de le faire le plus rationnellement possible dans notre processus, en rééquilibrant le portefeuille, en ayant une répartition d'actifs ciblée, non surpondérée. Et c'est ce qu'on appelle notre rendement par catégorie d'actifs pour avoir un portefeuille équilibré qui, bon an, mal an, ne sera jamais la meilleure performance, mais ne devrait jamais être la pire performance. Et Annie Duke a su gagner le championnat du monde de poker grâce à ceci. Elle mentionnait savoir quand se retirer. J'espère que cette présentation-là, ce petit webinaire-là a pu vous intéresser. Comme Georges a mentionné au tout début, pour connaître les réponses, vous avez tout simplement à cliquer sur le code QR, les questions et réponses. Vous pourrez répondre, vous allez arriver à avoir, si vous avez ce fameux billet de la version à la perte. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très important, l'humain avant tout. Et malgré que nous avons un volet très rationnel dans notre processus, nous demeurons toujours des humains. Alors, c'est pour ça qu'on a une équipe complète, pour s'assurer qu'on se complète en travaillant les billets. Et quand quelqu'un voit que quelqu'un a un billet, bien, on se le partage et on étudie énormément sur le cerveau et beaucoup sur les biais humains dans l'objectif principal de vous donner la paix d'esprit. Mon nom est Guy Daigneault et nous sommes le groupe Patrimonium.